Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Entreprise et Management. Dirigé par Ludovic François. Déjà paru dans la même collection. Banque et développement durable. De la communication à l'action. Marlène Morin. Business en Irak, le. Entre risques et opportunités. Bruno Barras, Pablo Alexandre Bocquier, Jérémy Devida. Clientèle commerciale, cession, location et partage là. Prix de la Fondation HEC. Marc Sorbier. Conditions du leadership, les. La question de la promesse, de la tension et de l'être. Dominique Schmaor. Contrefaçon du luxe, la. Menace pour la France au Japon? Ingrid Fauvière. Dimension numérique dans la stratégie commerciale, la. Brick.com. Marie-Christine Monnoyer-Longer, Catherine Lapassouz Madrid. Eau et paix au Moyen-Orient. La mer à boire, une solution durable? Nathalie Haller, Karen Lemasson, Laurie Menger. Économie mondiale en mouvement, elle. Vers un nouvel environnement géoéconomique. Bruno Barras. Enjeux et perspectives pour les Émirats Arabes Unis. Et après le pétrole? Bastien Gibert, Axel Marot, Benjamin Tell. Entrepreneur, investisseur entre confiance et allégeance. La lutte avec l'ange. Hélène Rayotte. Entreprise diamantaire dans la géopolitique. Africaine, elle. Ronan de Gelos-Delslou, Parfait Coffee, Charles Latayade, Rodolphe Monet. Entreprise privée dans la reconstruction des zones de POSTCONFLIT, les. Risques et opportunités. Noémie et les âmes, Delphine Jacques, Cléopatra Calogéropoulou, Julie Perrin. Et après le pétrole? Risques et enjeux géopolitico-financiers pour les Émirats Arabes Unis. Bastien Gibert, Axel Marot, Benjamin Tell. Préface de Pascal Chéniaud. Gestion des compétences collectives, la. Françoise Dupuy-Chrabas. Intégration du développement durable au management quotidien d'une entreprise, elle. Lise Moutamal. Investir en Russie. Une approche juridique globale. Emmanuel Collier. Management interculturel, le. Désiré Lotte. Manager en Chine. Les managers français vus par leurs collaborateurs chinois. Clé de la motivation. Chloé Asensio. Processus de la privatisation en Roumanie et en Bulgarie, les. Une transition confisquée? Charles-Henri Lafont. Produit de la délinquance de proximité, le. L'économie criminelle souterraine. Alain Boll. Règles communautaires en matière d'aide d'État et la fiscalité, les. Geoffroy Renard. Terrorisme et piraterie. Des menaces contemporaines à la sûreté des transports maritimes de marchandises. Édouard Bertin-Moreau, Frédéric Lelieur, Emmanuel Terroir. Union européenne dans la lutte contre le blanchiment d'argent, elle. Entre intérêts nationaux et intérêts communautaires. Mallory Mani. Vente par réunion, la. Enquête sur les réseaux de la confiance. Sandrine Boudana, Julien Ivers. S'il est vrai que la confiance sur Internet est insaisissable, elle est saisissante et passionnante de par les défis intellectuels qu'elle suscite et les problèmes empiriques qu'elle pose. Ce travail est issu d'une thèse de doctorat soutenue à l'Université Paris-Dauphine, centre DMSP. Il a été proposé pour le prix de thèse en marketing. À mes parents qui m'ont appris à dépasser mes propres limites. À la mémoire de mon directeur de thèse. Le professeur Jean Perrien. Introduction générale. Sans la confiance, aucun monde, aucune humanité ne semble possible et nous plonge dans la solitude, l'incertitude et la finitude d'un accablement qui prend la couleur aride d'une fatalité. Damien 2000, page 21. La confiance s'accorde, se gagne, se mérite, se trahit, se perd. La confiance est omniprésente dans notre vie. Elle conditionne les relations amoureuses, sociales et économiques. Plus les investissements idiosyncrasiques dans la relation sont importants, plus la confiance est prépondérante et sa défection douloureuse.
Son champ d'application est assez large et explique le nombre foisonnant de recherches sur le sujet. La confiance comme mode de régulation des échanges économiques a suscité depuis longtemps l'engouement des chercheurs et des praticiens. Entre sociologues, psychologues, économistes et gestionnaires, la confiance a fait l'objet de nombreux débats. Williamson, 1993, à titre d'exemple, récuse l'utilité du concept dans les échanges commerciaux et lui propose comme substitut plus pertinent la notion d'opportunisme. Pour cet économiste, les individus ne sont mus que par la quête de leurs intérêts et la maximisation de leurs propres gains. En sociologie, en revanche, dès lors que l'on reconnaît l'encastrement des échanges économiques dans un contexte de relations sociales, la notion de confiance ne peut être écartée de l'analyse. Granovetti, 1985. La confiance comme construction sociale constitue un déterminant important de la relation et favorise le développement des transactions. En effet, les liens sociaux entre les individus rendent possible l'anticipation du modèle comportemental de l'autre partie et réduisent par là même la prise de risque dans la relation. Mayer, Davis et Shorman, 1995. En marketing, l'engouement des chercheurs pour le paradigme relationnel a contribué dans une large mesure au développement des travaux sur ce concept. E.G., Morgan et Hunt, 1994, Garbarino et Johnson, 1999, Sirdesmouk, Singh et Sabol, 2002, Gurvier et Corchia, 2002. La confiance y est vue comme un capital relationnel conditionnant le futur de la relation et indispensable à son succès. Toutefois, la diversité des approches et la variété des contextes d'application posent la question de la polymorphie de sa conceptualisation, Guibert, 1999, et rendent plus difficile le développement cumulatif des recherches. Les dernières décennies attestent d'un regain d'intérêt pour la notion de confiance, Mangematin et Tuderose, 2004. Au niveau des recherches sur le comportement d'achat en ligne, les travaux sur le concept enregistrent une prolifération croissante. On atteste le nombre exponentiel des recherches sur ce sujet, E.G., Jarvenpa et Traktinsky 1999, Jeffen 2000, Lee et Turban 2001, Luo 2002, McKnight, Chowdhury et Kakmar 2002, Yoon 2002, Stewart 2003, Pavlou 2003, Jeffen et Straub 2004, Ratnasingham 2005. Dans un tel contexte, la problématique de la confiance se pose avec plus d'acuité. En effet, les problèmes de fraude auxquels s'ajoute une virtualité totale des échanges découragent plus d'un consommateur à acheter via ce canal. Il devient donc important de s'interroger sur les facteurs permettant d'instaurer la confiance vis-à-vis d'un marchand Internet. Problématique de la recherche et définition de ces enjeux. Que ce soit dans la littérature en marketing, en système d'information ou en commerce électronique, la confiance du consommateur lors d'un achat sur Internet suscite un intérêt particulier. En effet, en raison d'un risque plus élevé et d'une vulnérabilité accrue, le besoin de confiance est encore plus impérieux. Le consommateur est dès lors à l'affût du moindre signal pouvant orienter sa décision d'achat sur le site. Reconnaissant que la confiance est la pierre angulaire des échanges sur Internet, plusieurs recherches se sont focalisées sur les mécanismes sous-tendant son développement. Un bilan des travaux sur la confiance dans le contexte du commerce électronique nous amène à constater que la majorité des travaux a étudié le rôle des facteurs liés au marchand, E.G., réputation de L'. Entreprise, Jarvenpa et Traktinsky, 1999. Des facteurs liés au site, E.G., qualité de navigation McKnight, Chowdhury et Kakmar, 2002. Ou encore des facteurs liés au consommateur, E.G., propension à faire confiance, familiarité avec le site, Jeffen, 2000. Toutefois, peu de recherches se sont intéressées au rôle des tiers. Par tiers, nous entendons toute entité, personne ou organisation, indépendante totalement ou partiellement du marchand Internet et qui est susceptible d'influencer la confiance du consommateur. Le tableau ci-dessous propose des exemples de parties tierces et décrit les mécanismes de leur influence. Tableau 1. Exemple de parties tierces. Pourtant, les tiers peuvent jouer un rôle non négligeable dans l'instauration de la confiance, particulièrement quand le consommateur n'est pas familier avec le marchand. En effet, par l'émission de certains signaux, les tiers peuvent avoir une influence plus ou moins importante sur la confiance. Une revue de la littérature en marketing montre que très peu de recherches ont étudié la confiance sous un angle signalétique. Nous pensons toutefois
que la théorie du signal proposée par Spence, 1973, peut s'avérer très pertinente pour la compréhension des mécanismes sous-tendant la génération de la confiance. En effet, quand les informations disponibles en phase de préachat sont relativement rares, les individus sont en recherche de signes ou d'indices leur permettant de faire des inférences quant à la fiabilité du marchand. D'un point de vue pratique, les vendeurs en ligne gagneraient à réfléchir aux facteurs pouvant avoir un impact réel sur la confiance des consommateurs. En dépit de l'entrée en vigueur de la loi pour la confiance dans l'économie numérique en juin 2004, seuls 38% des internautes achètent en ligne d'eux. Le manque de confiance explique pourquoi beaucoup demeurent réticents voire réfractaires à l'égard du commerce électronique, non-livraison des produits commandés, piratage des numéros de carte de crédit, usage abusif des données personnelles. De telles craintes sont loin d'être infondées. En effet, la prolifération des fraudes et la recrudescence des plaintes sont bien une réalité. En France, selon la Direction générale de la concurrence, du commerce et de la répression des fraudes, DGCCRF, le bilan des contrôles en 2006 indique que le taux d'infraction virtuelle 3 est de 31,52%. Dès lors, gagner la confiance des consommateurs devient d'un impératif majeur pour tout marchand qui aspire à réussir. Quand le consommateur ne dispose que d'une information limitée sur le vendeur, le besoin de signaux permettant d'évaluer la crédibilité du marchand est d'autant plus impérieux. Selon Kirmani et Rao, 2000, la signalisation peut être une stratégie très efficace dans le contexte d'une asymétrie d'information. Lors d'un achat sur Internet, cette asymétrie est encore plus accentuée quand le consommateur n'est pas familier avec le marchand. Dans une telle situation, le recours à une stratégie de signalisation est donc d'autant plus pertinent. Pour aider les managers dans leurs décisions, cette recherche propose de tester l'efficacité de certains signaux, EG, des labels, des témoignages d'anciens clients. Ces derniers représentent autant d'outils pouvant être utilisés par les marchands pour promouvoir leur site web. Ce travail tente donc de répondre à la question suivante. Différents signaux émis par des parties tierces sont susceptibles d'agir sur la confiance des consommateurs. Dans le cadre de cette recherche, nous nous focalisons sur 3 types de signaux. Les labels de confiance, accordés par des organismes experts, les témoignages d'anciens acheteurs, rapportés par le marchand sur le site, et enfin le partenariat avec un marchand connu. Plus précisément, les sous-questions auxquelles nous tenterons de répondre dans le cadre de ce travail sont les suivantes. La présence d'un label de confiance sur le site a-t-elle un impact positif sur la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand? La présence de témoignages d'autres acheteurs sur le site a-t-elle une influence positive sur la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand? La présence d'un partenaire connu sur le site a-t-elle un effet positif sur la confiance du consommateur vis-à-vis du marchand? Objectif de la recherche. À l'issue d'une revue de la littérature sur les déterminants de la confiance dans le contexte du commerce électronique, il s'est avéré que le rôle des tiers était peu abordé. Notre souci était donc de vérifier dans un premier temps s'il était pertinent et intéressant de se focaliser sur cette question. Objectif 1. Pour ce faire, une étude qualitative exploratoire a été menée. Nous avons ensuite élaboré un modèle conceptuel qui a pour ancrage théorique les travaux de Spence, 1973-1974, sur la théorie du signal. Nous postulons en effet que les tiers émettent des signaux pouvant influencer la confiance des consommateurs. Étudier la confiance sous un angle signalétique peut se révéler intéressant pour comprendre les mécanismes de son développement. Objectif 2. Avant de procéder au test du modèle, il était nécessaire de vérifier au préalable que les mesures de nos différents construits étaient satisfaisantes. Constatant que les échelles mesurant la confiance du consommateur vis-à-vis d'un marchand Internet présentent certaines limites, nous avons développé notre propre outil de mesure, Objectif 3. Après avoir examiné la question de la mesure, un dispositif expérimental a été mis en place pour procéder au test de nos hypothèses. Son objectif: vérifier l'impact réel des signaux étudiés sur la confiance des consommateurs, Objectif 4. Plus clairement, 4 principaux objectifs sont assignés à cette recherche. Objectif 1. Explorer, via une étude qualitative, les déterminants de la confiance du consommateur lors d'un achat sur un site marchand. Plus précisément,
Le but est de vérifier la pertinence de l'étude du rôle des tiers. Objectif 2. Étudier le développement de la confiance sous l'angle de la théorie du signal. Objectif 3. Proposer une mesure de la confiance du consommateur vis-à-vis d'un marchand Internet. Objectif 4. Tester l'impact de certains signaux émis par des parties tierces sur la confiance du consommateur. Contributions attendues de la recherche. Les contributions académiques. La portée théorique de cette recherche se situe essentiellement à 2 niveaux. 1. L'étude du développement de la confiance en adoptant une approche par le rôle des tiers. Au regard des travaux foisonnants sur ce concept, les chercheurs se sont intéressés à plusieurs types de déterminants. Des facteurs liés à l'entreprise, à la marque, au vendeur, à la relation au consommateur. Assez paradoxalement, très peu de travaux se sont focalisés sur le rôle de parties tierces, les amis, influence interpersonnelle, les organismes labellisateurs, les partenaires, influence institutionnelle et les témoignages d'anciens acheteurs. En effet, l'idée principale qui guide cette recherche est la suivante: par l'émission de certains signaux, des parties tierces peuvent influencer la confiance des consommateurs. 2. L'adoption de la théorie du signal comme référent théorique pour comprendre les mécanismes sous-jacents au développement de la confiance. En dépit d'un nombre important de travaux ayant étudié le concept, peu de recherches ont mobilisé la théorie du signal. Nous postulons toutefois que les travaux de Spence, 1973, sur cette théorie peuvent apporter un éclairage nouveau sur les mécanismes de formation de la confiance du consommateur. Étudier la confiance dans le cadre d'une approche signalétique pourrait donc être considéré comme un des aspects novateurs de cette recherche. Les contributions méthodologiques. 2 types de contributions méthodologiques peuvent être associées à ce travail. 1. La construction d'une échelle de mesure de la confiance du consommateur vis-à-vis d'un marchand Internet. 2 échelles ont d'ores et déjà été développées dans la littérature, l'échelle de McKnight, Choudhury et Kakmar, 2002, et celle de Bhattacharjee, 2002. Nous nous inscrivons dans la lignée de ces recherches. Notre démarche ne vise pas tant la création d'une échelle complètement nouvelle, mais se propose plutôt comme une tentative d'amélioration des travaux existants. 2. Le choix d'une démarche expérimentale en créant un site web spécifique aux besoins de la recherche. À l'exception des travaux de Kaz 2001 et de Wallet Vodka 2003, peu de recherches en France ont eu recours à ce type de dispositif. Or, la création des sites web nous a permis une manipulation rigoureuse des variables et un niveau de contrôle élevé de plusieurs sources de variance exogènes. Les contributions managériales. Comme nous l'avons déjà souligné, cette recherche se propose de tester l'efficacité de certains outils pouvant être utilisés par les marchands Internet pour promouvoir la crédibilité de leur site. Les résultats seraient particulièrement intéressants pour les vendeurs en ligne peu connus qui, faute de notoriété, peinent pour s'imposer. La recherche tente de répondre à certaines questions que se posent les marchands. Est-il intéressant d'investir dans une stratégie de labellisation ? Est-il pertinent de rapporter sur le site les témoignages d'autres internautes ? La présence du logo d'un partenaire connu sur le site est-elle susceptible d'augmenter la confiance des consommateurs ? Structure de la recherche et logique sous-jacente. Nous avons choisi de structurer cet ouvrage en 7 chapitres. Le premier chapitre propose une vision synoptique des travaux sur la confiance dans les différentes disciplines. Ce chapitre n'a pas pour ambition de dresser un panorama exhaustif des recherches sur ce concept. Son objectif est beaucoup plus modeste. Il se propose d'identifier les principales acceptions et approches de la notion de confiance. Cette revue pluridisciplinaire de la littérature nous a permis de constater que la théorie du signal est peu mobilisée par les recherches sur la confiance. Le second chapitre propose un premier bilan des travaux sur la confiance dans le commerce électronique. Il identifie les spécificités du contexte et propose une synthèse des déterminants du concept. La revue de la littérature réalisée montre que peu de travaux se sont intéressés au rôle des parties tierces dans la formation de la confiance du consommateur sur Internet. Se focaliser sur le rôle des tiers peut donc constituer un angle d'attaque intéressant. Le troisième chapitre se propose d'explorer les facteurs expliquant la confiance du consommateur lors d'un achat en ligne et de vérifier la pertinence de se focaliser sur le rôle de parties tierces.
À cette fin, une étude qualitative a été réalisée. Les résultats révèlent que des facteurs liés à des parties tierces sont susceptibles d'influencer la confiance du consommateur. Les conclusions des chapitres précédents montrent l'intérêt de mobiliser la théorie du signal d'une part, et l'étude du développement de la confiance en adoptant une approche par le rôle des tiers d'autre part. Le 4e chapitre se propose donc d'étudier l'impact des signaux émis par des parties tierces sur la confiance vis-à-vis d'un marchand Internet. Plus précisément, il présente la théorie du signal comme ancrage théorique du modèle conceptuel de la recherche et explicite les hypothèses qui en découlent. Le 5e chapitre développe un outil de mesure du concept central de cette recherche, la confiance du consommateur vis-à-vis d'un marchand Internet. Il positionne l'échelle construite par rapport aux travaux antérieurs et en évalue les apports et les limites. Le 6e chapitre présente le dispositif méthodologique mis en place et aborde les modalités du test d'hypothèse. Enfin, le 7e chapitre expose les résultats des tests statistiques et les discute. Il identifie ensuite les implications théoriques et managériales de cette recherche. La figure ci-après présente schématiquement le cheminement suivi lors de l'élaboration de ce travail. Schéma 1. Structure de l'ouvrage. Introduction. Constatant que les travaux sur la confiance dans le e-commerce puisent leur fondement dans une approche pluridisciplinaire, il nous a paru intéressant de revenir, dans un premier temps, sur les acceptions de la confiance dans les différents champs disciplinaires. Concept qui a suscité beaucoup d'engouement de la part des chercheurs, la confiance a un édifice théorique pour le moins important. Loin de nous la prétention de présenter un panorama exhaustif et complet de tous les travaux sur la confiance. Un tel objectif serait utopique et illusoire, le concept de la confiance nécessitant une thèse en soi. L'objectif de ce chapitre est beaucoup plus modeste. Il se propose de donner une vision synoptique et pluridisciplinaire du concept. La première section présente les approches de la confiance dans plusieurs domaines: économie, sociologie, management et en psychologie. La deuxième section s'intéresse à la confiance en marketing. Elle aborde la problématique de sa conceptualisation et propose une synthèse de ses déterminants. Section 1. La confiance, un concept pluridisciplinaire. Introduction. De par la diversité des approches disciplinaires et la complexité du concept, la confiance est un champ de recherche inépuisable qui fait l'objet d'un questionnement permanent. La confiance apparaît en effet comme un concept qui se nourrit de sa propre crise. Comme le souligne Guibert, 1999 page 15, la portée des travaux sur la confiance réside plus dans la remise en cause des cadres conceptuels les plus établis de la discipline que dans l'apport effectif à la pratique. Si cette diversité des approches est parfois source de confusion, l'apport de chaque champ disciplinaire constitue une source de richesse incontestable et contribue indubitablement à une meilleure compréhension du phénomène. Avant d'aborder les travaux sur la confiance en marketing, section 2, nous nous proposons de revenir sur les fondements théoriques du concept. Pour ce faire, nous présentons les principaux travaux en économie, sociologie, management et en psychologie. 1. Les travaux en économie. Nous présenterons, dans ce qui suit, le statut de la confiance dans les théories économiques. Plus particulièrement, nous nous intéresserons à deux théories: la théorie des coûts de transaction et la théorie de l'agence. I1. La théorie des coûts de transaction. L'économie des coûts de transaction s'est imposée comme théorie depuis l'année 1975 grâce aux travaux fondateurs d'Oliver Williamson. Cet économiste néo-institutionnaliste propose l'économie des coûts de transaction comme justification de l'existence des firmes. En effet, comme le recours au marché suppose inéluctablement des coûts de transaction, coûts inhérents à l'asymétrie d'information, à l'opportunisme des acteurs, à la spécificité des actifs, il serait plus intéressant pour les firmes de coopérer et de s'associer. L'entreprise se présente ainsi comme une forme d'organisation plus attrayante que le marché, dans la mesure où elle permet de réaliser des économies de coûts. Ces coûts peuvent être des coûts ex ante, prospection d'un partenaire, négociation, mise en place du contrat, ou ex post, protection contre la défaillance du co-contractant, rupture du contrat. Assez paradoxalement,
C'est par son rejet de la confiance qu'Oliver Williamson fait figure de référence dans la plupart des travaux ayant trait à ce sujet. Dans la théorie des coûts de transaction, la confiance n'est pas un concept pertinent. Une illusion, une fiction ou encore une pure création accent aigu factuel, tels sont les termes qui pourraient résumer la conception de la confiance selon Williamson. L'auteur évacue le concept comme explication des comportements des agents économiques et estime que la confiance n'est qu'une illusion dangereuse pour les économistes. Pour Williamson, le terme de confiance est redondant voire trompeur si l'on veut décrire les échanges commerciaux. La confiance n'étant pas de mise, il propose comme substitut plus pertinent l'opportunisme. Les agents économiques ne sont animés que par la quête de leurs intérêts individuels et la maximisation de leurs gains personnels. Rappelons que l'opportunisme et la rationalité limitée sont les deux hypothèses fortes qui sous-tendent le comportement des agents économiques dans la théorie des coûts de transaction. Sous le postulat de la rationalité limitée, les acteurs économiques sont dotés de capacités cognitives limitées et ne disposent que d'une information imparfaite. Une des conséquences importantes de la rationalité limitée est l'incomplétude des contrats. Coria et Weinstein, 1995. En effet, de par leur capacité limitée, les agents économiques ne peuvent pas prévoir à l'avance toutes les éventualités et les obligations possibles lors de l'élaboration des contrats. En conséquence, ces derniers ne peuvent être qu'incomplets. Deuxième hypothèse fondamentale et concept central dans les travaux de Williamson, l'opportunisme. Selon cet auteur, c'est une logique opportuniste qui guiderait le comportement des agents économiques. L'opportunisme se manifeste sous plusieurs formes comme la ruse, la tricherie, la tromperie, la divulgation d'informations erronées ou la dissimulation de données importantes. Plus généralement, il s'agit de tout comportement visant la recherche de son propre intérêt au détriment de celui du partenaire, Williamson, 1993. Dès lors que l'on suppose que les agents économiques soient mus par la quête de leurs intérêts individuels, la confiance est inutile selon Williamson 1. De plus, admettre l'existence d'une confiance dans les échanges économiques, c'est supposer que la confiance obéit à une logique calculatoire. Or pour l'auteur, la confiance calculée est une contradiction terminologique. 2. I.1. La confiance, un concept inutile. Pour Williamson, la confiance est un concept dépourvu de toute utilité, et pour cause, la prééminence de la notion de calculabilité, calculativeness, comme mécanisme régissant les échanges marchands. Principal facteur explicatif du comportement des acteurs économiques, le calcul d'intérêt est l'élément central qui fonde l'analyse de l'auteur. Comme tout acte économique obéit à une logique calculatoire, la confiance est inutile. Même l'incomplétude des contrats ne rend pas nécessaire la notion de confiance. Selon Williamson, pour pallier ce problème, des mécanismes de protection des contrats, contractual safeguards, sont généralement mis en place. Le concept de confiance est donc encore une fois inutile. I.1.2. La confiance calculée, une contradiction terminologique. Pour Williamson, 1993, parler de confiance calculée, calculative trust, est en soi un paradoxe terminologique. En effet, confiance et calcul sont mutuellement exclusifs. D'une part, opérer à des calculs d'intérêt rend inutile la notion de confiance. D'autre part, si la confiance règne, le calcul n'a pas lieu d'exister. Dans la mesure où c'est dans le premier cas de figure, le calcul, que s'inscrivent largement les transactions commerciales, la confiance n'est pas un concept pertinent. Notons toutefois que Williamson admet que certaines relations n'obéissent pas à cette logique de calcul. Il s'agit par exemple des relations amicales, familiales ou amoureuses. Williamson, 1993. Pour lui, contrairement aux relations économiques, les relations personnelles échappent à la règle de calcul. C'est le seul cadre d'analyse autorisant l'émergence de la notion de confiance. I.1.3. Examen critique des travaux de Williamson. Karpik, 1998, dans le cadre d'un examen critique de la thèse de Williamson, dénonce la disqualification conceptuelle de la confiance que prône l'auteur. Une revue critique le conduit à une interrogation sur les conditions de validité de l'argumentation de Williamson. Il remet en cause en particulier la généralisation de la validité de ses propositions.
Il postule par exemple que le principe de calculabilité générale est loin d'être fondé. En effet, l'auteur récuse le calcul d'intérêt et l'opportunisme comme uniques explications du comportement des acteurs économiques. Plus clairement, la quête de l'intérêt individuel pourrait être une des motivations du comportement mais demeure une alternative parmi d'autres. Ainsi, l'individualisme et l'opportunisme ne sont pas les seuls moteurs de l'action des agents économiques. La surestimation du rôle de l'opportunisme et la conception péjorative de l'individu ont été d'ailleurs dénoncées par Donaldson, 1995, cité par Joffre, 1999. Le défaut de l'analyse de Williamson réside dans la diversité et non l'unicité des motivations de l'action humaine. En effet, l'altruisme, la confiance, l'intérêt collectif peuvent aussi constituer des explications légitimes du comportement. Ce constat montre que la confiance ne peut être évacuée. Ainsi, comme le souligne Karpik, 1998 page 1056, l'analyse de Williamson oblige certes à utiliser la notion de confiance avec plus de précaution, mais elle ne parvient nullement à la disqualifier même pour le monde économique. I2. La théorie de l'agence. Théorie économique qui a trouvé dans les relations dirigeants-actionnaires un domaine d'application privilégié. La théorie de l'agence offre un cadre général pour la compréhension des relations contractuelles entre les acteurs économiques. Son champ d'application reste très vaste, organisation, comptabilité, finance, marketing, mais elle s'applique particulièrement dès lors qu'il y a asymétrie d'informations et divergence d'intérêts entre les protagonistes. Par exemple, dans les relations dirigeants-actionnaires, alors que les actionnaires cherchent à maximiser la valeur de la firme à travers le prix de l'action, le dirigeant, lui, va chercher à accroître son profit personnel, à travers sa rémunération notamment. L'asymétrie d'information provient du fait que le dirigeant dispose généralement de plus d'informations que les actionnaires. En effet, il a plus fréquemment accès aux données concernant l'assise financière de l'entreprise, son mode de fonctionnement et sa performance. En 1976, Jensen et Meckling ont défini la relation d'agence comme un contrat par lequel une ou plusieurs personnes, le principal, engagent une autre personne, l'agent, pour exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique une délégation d'un certain pouvoir de décision à l'agent. L'agent est donc l'entité qui agit et qui prend les décisions, et le principal est l'entité affectée par les actions de l'agent. Dans une relation d'agence, deux aspects rendent d'autant plus importante la notion de la confiance: l'incomplétude des contrats et l'asymétrie d'information. L'incomplétude du contrat entre l'agent et le principal 5 est de nature à occasionner des comportements opportunistes. En effet, comme il a été déjà souligné, lors de l'élaboration d'un contrat, il est difficile de prévoir toutes les obligations que les partenaires doivent honorer, i.e., tous les États du monde. De ce fait, seuls des contrats incomplets peuvent être établis et la confiance prend de l'importance. Par ailleurs, comme il dispose de moins d'informations que l'agent, le principal est vulnérable. L'asymétrie d'information induite par cette situation engendre des coûts qu'on appelle les coûts d'agence. Dans la mesure où la relation d'agence suppose une délégation d'un pouvoir décisionnel, le principal s'expose à un risque engendré par cette situation de dépendance. Pour contrôler l'agent et se prémunir contre tout comportement opportuniste de sa part, le principal doit engager des coûts de surveillance. Toutefois, si la relation entre le principal et l'agent est basée sur la confiance, le principal n'aura pas à supporter des frais pour contrôler les actions de l'agent. C'est en ce sens que la confiance, dans le cadre de la théorie de l'agence, peut se présenter comme un substitut au contrôle, Benamor 2000. En effet, si la confiance est de mise, le besoin de contrôle est moins prégnant. En choisissant par exemple des agents honnêtes et réputés, le principal peut réaliser des économies de coûts d'agence. En marketing, Signe et Sabol 2000 ont tenté d'appliquer la théorie de l'agence dans le contexte de la relation entre le consommateur, le principal et un fournisseur de services, l'agent. Une analyse critique des mécanismes d'agence dans le contexte des relations avec le consommateur amène les auteurs à constater que la confiance est une variable indépendante qui a été omise dans les mécanismes d'agence. Signe et Sabol, 2000, page 153. Pour démontrer l'importance de la confiance, les auteurs fondent leur argumentaire sur la thèse de l'encastrement social 6 de Granovetti,
1985, et sur les travaux examinant les relations de coopération entre firmes. En effet, d'une part, l'enchâssement des transactions marchandes dans un contexte social offre un cadre propice à l'émergence de la confiance et limite par ailleurs toute tendance opportuniste. D'autre part, dans une perspective de partenariat entre firmes, dès lors que les deux entreprises décident de coopérer, la confiance devient une condition sine qua non de la pérennité de la relation et de la continuité future des échanges. Comme il a été souligné précédemment, la relation d'agence repose sur le postulat de l'asymétrie d'information concernant la qualité du service proposé. Les fournisseurs de services n'offrent pas la même qualité, et les consommateurs ne sont pas forcément aptes à évaluer cette qualité. Profitant de cette déficience informationnelle, le fournisseur de services peut adopter un comportement opportuniste et proposer un service de mauvaise qualité au prix d'un service de bonne qualité. Les auteurs proposent le signal comme solution pour résoudre le problème que pose la relation d'agence entre le consommateur et le vendeur. Ce point est intéressant car il propose le signal comme solution au problème posé par la relation d'agence et comme variable pertinente dans l'étude de la confiance. Bien que la problématique du signal n'ait pas été très approfondie, nous pensons que cette question mérite quelques réflexions. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 4. 2. Les travaux en sociologie, la thèse de l'encastrement social. Développée par Marc Granovetti, 1985, la thèse de l'encastrement embeddedness prône l'idée selon laquelle les relations marchandes sont enchâssées dans un réseau de relations sociales. La confiance, concept peu opératoire pour les économistes, prend tout son sens dès lors que l'on reconnaît le soubassement social des échanges marchands. Ainsi, à une approche économique d'un marché atomisé et d'acteurs isolés, se substitue une analyse en termes d'interaction sociale. Les agents économiques peuvent entretenir des relations, tisser des liens plus ou moins stables, plus ou moins durables. Comme l'échange économique n'est pas isolé mais encastré dans un réseau de relations sociales, la notion de confiance prend de l'importance. Pour les sociologues, tout acte économique s'inscrit dans un contexte social. Selon certains auteurs, l'échange est social avant même d'être économique, E.G. Tudorose et al. 1999. Dans la mesure où sphère sociale et sphère économique ne peuvent être dissociées et sont fortement imbriquées, la dimension sociale de l'échange ne peut être écartée de l'analyse. Les relations sociales tissées entre les agents économiques offrent un cadre propice à l'émergence de la confiance. Il s'agit donc d'une confiance sociale qui échappe à la rationalisation économique. Pour Granovetti, 1985 page 490, les relations économiques continues entre deux individus acquièrent une dimension sociale, qui se traduit par le fait que ces derniers se font a priori mutuellement confiance et renoncent à avoir des comportements opportunistes. La confiance se présente ainsi comme la résultante d'une construction sociale qui trouve son fondement dans la réitération des interactions et dans la volonté de ne pas compromettre les transactions futures, Granovetti, 1985. Sous peine de voir leur réputation entachée et de porter préjudice à leur image, les agents économiques sont incités à se montrer dignes de confiance. Il apparaît ainsi que ce sont la réputation et la continuité future des échanges qui constituent les principaux mécanismes de développement de la confiance. 3. Les travaux en management. Au même titre que les autres disciplines, le management s'est intéressé au concept de la confiance. Alors que certains auteurs l'appréhendent comme une source d'un avantage concurrentiel, Barney et Hansen, 1994, d'autres la considèrent comme une ressource rare, Gambetta, 1988, ou encore comme un actif stratégique. Mais si la confiance a été digne d'intérêt pour les chercheurs, c'est notamment pour son rôle moteur dans les relations d'alliance et de coopération, Gulati, 1995, Koenig, 1999, Mendez, 2001, Smith et Barclay, 1997. Dans certains travaux en management, la confiance apparaît comme le résultat d'un processus d'apprentissage induit par la relation de coopération. Mendez, 2001, souligne que les modes de production de la confiance dans le cadre des coopérations entre firmes peuvent avoir deux origines: les relations interpersonnelles et les routines organisationnelles. D'une part, la coopération suppose des interactions mutuelles assez fréquentes entre les acteurs. Les rapports informels et les relations interpersonnelles entre les membres des deux entreprises,
les deux dirigeants par exemple, offrent un terrain propice à l'émergence de la confiance et au développement de relations d'affaires. D'autre part, la confiance peut se développer grâce aux procédures organisationnelles instituées par la coopération. En effet, la coopération suppose que les acteurs co-construisent des projets, partagent des savoirs et des savoir-faire et mettent en commun des actifs matériels et immatériels. Ils développent ainsi, progressivement, des règles de conduite et des normes morales qui régissent leurs relations et qui guident leur comportement. Encouragés par les normes sociales et favorisés par le processus de socialisation, la confiance puise son fondement dans les rapports institutionnalisés entre les individus. Dans le cadre des relations de coopération, la confiance est souvent présentée comme un mode de coordination informel qui pourrait se substituer au mécanisme formel. Pour Koenig 1999, mécanisme formel, i.e. le contrat, et informel, i.e. pouvoir confiance, se conjuguent pour assurer la mise en œuvre de la coopération. Ainsi, contrat et confiance ne sont pas mutuellement exclusifs mais plutôt complémentaires. En effet, si le contrat permet l'exercice d'un contrôle formel obligeant les parties contractantes à honorer leurs engagements, la confiance, elle, est un mode de contrôle informel permettant de parer l'incomplétude contractuelle. Par ailleurs, dans une perspective dynamique, la confiance peut être appréhendée à la fois comme un antécédent et une conséquence de la coopération. D'une part, la confiance peut œuvrer en amont du processus de coopération, confiance ex ante. Comme le souligne Mendez, 2001 page 21, la confiance ex ante est nécessaire à la mise en route des coopérations. En effet, un minimum de confiance vis-à-vis du partenaire est requis pour s'engager dans une relation dont les enjeux économiques sont assez conséquents. Dans ce cas de figure, la confiance n'est pas le fruit d'un apprentissage mais se fonde essentiellement sur le contrat et les signaux de compétence et de crédibilité. Mendez, 2001. Réputation, certificat. Pour d'autres auteurs, la confiance devrait être considérée comme une conséquence de la coopération, E.G. Gambetta 1988. En effet, le processus d'apprentissage qu'autorise la coopération favorise l'émergence de la confiance. Cet apprentissage, qui se fonde sur l'inscription temporelle et sociale de la relation, permet d'accumuler des informations sur l'autre partie. Le développement incrémental de la connaissance mutuelle entre les partenaires permet une meilleure prévisibilité des intentions et des comportements, et ouvre ainsi la voie vers le développement de la confiance. 4. Les travaux en psychologie. Ce sont les travaux du psychologue Julian Rother, 1967-1971-1980, qui sont largement cités dans les recherches sur la confiance. L'auteur appréhende le concept comme un trait de personnalité stable chez l'individu. La confiance est définie comme une attente d'un individu ou d'un groupe que les engagements écrits ou verbaux d'un autre individu ou groupe sont fiables. Rother, 1967, page 651. Dès lors que ces attentes sont générales, comme le souligne Rother, le concept traduit une tendance ou une propension à croire que les autres sont dignes de confiance, de bonne foi et honnêtes. Fruit de croyances culturelles ou d'un processus de socialisation, la confiance est considérée comme le sentiment que les autres sont bienveillants par nature, que l'être humain est honnête par définition. Il s'agit donc d'une caractéristique personnelle qui traduit une certaine propension à faire confiance aux autres, et qui se manifeste à des degrés différents chez les individus. Nous reviendrons plus loin sur cette variable, confère section 2, variable liée au consommateur. En psychologie sociale, ce sont les relations de couple qui ont constitué le domaine d'étude privilégié de la confiance, E.G. Butler, 1986, Rempel, Holmes et Zana, 1985, Rempel et Holmes, 2001. Contrairement à l'approche rothyrienne, qui considère la confiance comme une propension générale à faire confiance à autrui, la confiance analysée dans les travaux en psychologie sociale est une confiance dyadique. Dès lors, l'objet de la confiance n'est plus indéfini mais spécifique. E.G. Johnson, George et Swap, 1982, Larzeller et Huston, 1980. Il s'agit donc d'une confiance interpersonnelle qui est tributaire des caractéristiques et des actions du partenaire. Couch, 1994. C'est ce que Couch, Adams et Jones, 1996, appelle confiance relationnelle, pour souligner que c'est la relation avec un partenaire spécifique qui sert de cadre d'analyse, par opposition à une confiance générale, au sens de Rother.
Appréhendant la confiance comme un processus fondé sur l'assignation d'attributions aux partenaires, e.g., attribution de certains traits, attribution de motivation, l'approche proposée par Rempel, Holmes et Zana 1985 mérite une attention particulière. Leurs travaux sont assez fréquemment cités dans la littérature en marketing. En effet, outre le fait de présenter une vision dynamique de la confiance selon le niveau d'abstraction de l'attribution, l'analyse de la confiance en termes d'attribution constitue un des apports importants de leur recherche. C'est à Heider, 1944-1958, que l'on doit le développement des travaux sur la théorie de l'attribution. Cette théorie a connu plusieurs développements grâce notamment aux travaux de Jones et Davis, 1958, de Kelley, 1967, et ceux de Weiner, 1979, 8. Elle s'intéresse aux mécanismes permettant à un individu d'inférer des causes à des effets qu'il observe. Plus particulièrement, elle traite la façon dont le comportement observable est lié à ses causes non observables, Cerclé et Somat, 1999. Ainsi, à partir de l'observation du comportement, les faits, il est possible de déduire un trait latent non observable, la cause. Larzeller et Huston, 1980, sont parmi les premiers à avoir parlé de la notion d'attribution dans l'étude de la confiance. Cités dans la littérature en marketing notamment pour leur échelle de mesure 9, ces auteurs définissent la confiance comme l'attribution de motivations honnêtes et bienveillantes aux partenaires. Les motivations bienveillantes renvoient à l'intérêt porté au bien-être du partenaire. Les motivations honnêtes font référence à la crédibilité des intentions futures communiquées à l'autre partie. Mais ce sont Rempel, Holmes et Zana en 1985 qui ont véritablement introduit la notion d'attribution dans l'analyse de la confiance. Les auteurs proposent un modèle incrémental de la confiance avec une décomposition tripartite du concept. Les trois composantes de la confiance sont la prédictibilité, la dépendabilité 10 et la foi. La prédictibilité du comportement est la première forme de confiance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.